Jacques Aschenbroich, merci vraiment d'être là. Je sais que vous étiez en Asie, à Singapour, vous êtes souvent en balade, hein, quand on voit ce que Valeo est aujourd'hui. J'imagine que vous n'êtes pas souvent là, donc c'est quelques minutes que vous nous accordez. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter, hein, tout le monde vous connaît, mais comme ça, on vous connaîtra mieux. Donc, vous êtes ingénieur du corps des mines. Hein. Je présente votre carrière rapidement. Donc, vous avez commencé dans l'administration, avec un passage au cabinet du Premier ministre en 87 et 88. Donc, je me suis renseignée. Hein, c'était Jacques Chirac, en cohabitation avec François Mitterrand. Vous avez ensuite rejoint l'industrie, vous nous direz pourquoi. Et vous êtes entré dans le groupe Saint-Gobain en 88, où vous resterez pendant 20 ans. Donc, vous avez dirigé le Brésil, l'Allemagne. Vous avez pris la direction de la branche vitrage de la compagnie de Saint-Gobain en 96, la présidence de Saint-Gobain Vitrage aussi. Vous avez été nommé directeur général adjoint de la compagnie de Saint-Gobain en 2001. Vous avez dirigé à ce titre, à partir de 2007, les pôles vitrage et matériaux haute performance et aussi les opérations du groupe aux États-Unis. Vous entrez chez Valeo en 2009. À l'époque, le contexte est tendu, on va dire, avec les actionnaires. Vous rentrez directeur général. Vous apaisez la situation. Aujourd'hui, vous êtes PDG depuis février 2016. On reparlera de Valeo, mais pourquoi avoir quitté l'administration pour une carrière dans l'industrie ? Je pense qu'il faut poser la question autrement. Pourquoi être passé par l'administration ? Parce que j'avais la passion de l'industrie. Donc c'est comme ça qu'il faut poser la question. Je ne vous connais pas assez, je ne savais pas. En fait, c'est un peu le hasard si je suis passé dans l'administration. Le système français est fait de telle façon que finalement c'est quand on est jeune qu'on peut aller dans l'administration. Et j'avais aussi la passion du service public où je voulais connaître comment tout ça fonctionnait. Et je m'étais donné comme objectif maximum de rester 10 ans comme fonctionnaire. Et je suis resté 9 ans, 11 mois et 17 jours. Pas mal. Bravo. Vous tenez les objectifs. Ben non, pas tout à fait, il manquait... On peut rajouter quand même, on peut rajouter dans la bio aussi que vous avez été élu homme de l'année automobile l'année dernière, que vous faites partie des patrons les plus appréciés du CAC 40, si ce n'est le patron le plus apprécié du CAC 40, ce qui est quand même pas rien. Pourtant, on vous voit peu, vous êtes très, entre guillemets, modeste, on peut le dire, parce que Valeo est quand même une entreprise très importante. D'ailleurs, cette année, pour la première fois, vous avez doublé PSA en nombre d'innovations, de brevets déposés. Alors, vous parlez d'administration, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui en France, c'est très compliqué, vous qui avez des innovations, qui présentez des brevets, d'entreprendre en France? Est-ce que l'administration est encore très lourde ou c'est plus simple qu'ailleurs, plus compliqué? Parce que les clichés sont encore forts. Quel est, vous, votre sentiment par rapport à ça? Je pense que c'est pas une grande entreprise qu'il faut le demander parce que on a des structures. C'est pas bonne question. On a des structures, donc on est capable de déplacer des montagnes. La question qui se pose davantage, c'est est-ce qu'on peut innover et est-ce qu'on est innovant en France et est-ce qu'on a envie ou pas de localiser une partie importante de notre innovation en France? Et là, définitivement, la réponse est oui. Mais la réponse est oui, mais. Oui, parce que... C'est pas pour nous faire plaisir, c'est pas pour faire plaisir. Non, alors ça, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. C'est pour ça qu'il y a un oui et puis un mais. Oui, parce que on a de formidables ingénieurs en France, on a des équipes incroyablement dynamiques, les Français sont des bourreaux de travail. Je ne suis pas sûr qu'ils respectent toutes les réglementations en termes d'heures de travail, d'autant plus que les téléphones portables, j'étais à déjeuner avec un certain nombre de collaborateurs, une fois par mois, je réunis une dizaine de jeunes et puis on parle. Et le smartphone, tous les systèmes digitaux transforment complètement la façon dont on travaille, bouleversent les habitudes. Et la distinction entre les heures de travail et entre la vie du travail et la vie personnelle sont complètement chamboulées. Donc on a des gens formidables. D'un autre côté, il ne faut pas sous-estimer deux aspects. Le premier, c'est que malheureusement, en France, comme souvent, on est malthusien. On manque de médecins, mais on manque d'ingénieurs. Et dans le même temps, la qualité des ingénieurs qu'on trouve dans les pays de l'Est, en Pologne, on est très présent en Pologne, on est très présent en République tchèque, on est très présent en Hongrie, en Chine,
en Corée, au Japon, en Inde. On a une qualité d'ingénieur, un dynamisme, et il faut faire très attention en tant que Français de bien veiller à ce qu'on ne sous-estime pas tout ce qui est en train de se passer ailleurs. Donc on a encore 45% de nos dépenses de recherche et développement qui sont en France. C'est resté relativement stable ces dernières années. Quand on fait des projections à long terme, ça restera relativement stable. On est en train de recruter probablement 700 personnes. On avait prévu de recruter 400. On est en train de recruter 700 en France. Donc on continue inlassablement à renforcer notre pôle français. Mais il ne faut pas que nos ingénieurs et surtout nos hommes politiques sous-estiment l'incroyable développement, l'incroyable initiative. Et là où je suis le plus impressionné, c'est ce qui se passe en Chine. Je vais en Chine régulièrement, 3-4 fois par an depuis 1981, donc ça fait quand même un bail. Maintenant, ils parlent anglais, mieux que nos hommes politiques. C'est pas compliqué. Ils sont incroyablement dynamiques, extrêmement bien formés. Le système universitaire chinois forme probablement 1,5 million ou 2 millions d'ingénieurs par an, mais un système de sélection des grandes écoles françaises. Et nous, on forme 30 000 ingénieurs. Donc à 30 000, on ne peut pas concurrencer 1,5 million ou 2 millions d'ingénieurs. Donc on a un dynamisme chinois, on a en termes de digital un écosystème chinois qui est extraordinairement impressionnant, beaucoup plus impressionnant que ce qu'on trouve en Europe, mais aussi beaucoup plus impressionnant que ce qu'on trouve en Chine. Donc la grande différence, je trouve que je suis aussi président de l'école des mines, là où j'ai fait mes études. Ce que je dis aux jeunes, c'est qu'il y a une très grande différence. Ça paraît un peu vieux con quand même de dire les jeunes. Mais non. Aux plus jeunes. Dans ce que vous avez dit, vous en enlevez la moitié. Non, mais je leur dis qu'il y a grande différence. Il y a deux grandes différences par rapport au moment où j'ai fait mes études. La première, c'est que normalement, on rentrait dans un grand groupe, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a significativement moins de 50% des promotions qui rentrent dans un grand groupe et beaucoup qui rentrent dans des petites structures et qui créent leurs entreprises. Quand vous voyez les startups, ça vous interpelle ou vous dites oui, moi je les c'est quelque chose que j'aurais aimé faire il y a quelques années ou... Je l'aurais fait, oui, ouais. Si j'avais une idée. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que finalement, on était en concurrence contre Centrale, contre Supélec, contre les ponts. Maintenant, ils sont en concurrence contre Harvard, Stanford, Jiao Tong en Chine, l'université technique de Chennai. Et donc, c'est un monde totalement ouvert où chacun des étudiants, que ce soit le monde des ingénieurs que je connais mieux, mais des étudiants français, est maintenant en concurrence frontale avec des gens qui viennent du monde entier. Et donc, le monde est totalement ouvert. Et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très, très bien. Mais c'est un peu plus angoissant. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la France reste dans la course qui n'est pas fait? Je pense qu'elle l'est dans la course. Je pense qu'elle l'est. Ce qu'il faut, c'est ne plus être malthusien. Il faut augmenter considérablement le nombre d'ingénieurs. Il faut savoir aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est spécifique à Valeo ou spécifique au monde de l'automobile, la seule chose qui limite notre croissance, ce ne sont pas les marchés, ce ne sont pas les secteurs dans lesquels on est, mais c'est le nombre de personnes qu'on est capable de recruter. Alors on est passé de 45 000 à fin 2009 à 100 000 le mois dernier. On sera probablement 150 000 en 2021 si on fait le programme d'évolution. On n'a pas le choix de toute façon puisqu'on a les commandes. Il faut bien que, si je disais à Peugeot et Renault et puis Volkswagen et autres, on a pris les commandes, mais excusez-nous, on ne trouve pas les gens, on ne va pas les... Vous faites un peu de délai. Donc la seule chose qui limite notre croissance, c'est notre capacité à recruter. C'est notre capacité à recruter. On a pris énormément de commandes, par exemple dans le moteur électrique, depuis qu'on a créé notre JV avec Siemens en décembre de l'année dernière. Des milliards de commandes. On a besoin de 500 personnes entre la France et l'Allemagne. Et on a du mal à les trouver. En électrotechnique, c'est des choses qu'on considérait comme relativement connues, mais sauf qu'on n'en forme plus. Ni en France, ni en Allemagne. Donc on est obligé de relancer des filières relativement connues. Alors il y a d'autres secteurs qui sont plus nouveaux. On est probablement avec 80 personnes en intelligence artificielle entre la France et l'Allemagne, une des entreprises françaises qui en avons le plus. Mais on en a besoin de quelques centaines dans les années qui viennent. Dans les 2-3 ans qui viennent, on aura 200-300 personnes en intelligence artificielle qui sont des profils qu'on ne forme pas, qu'on forme peu. Et il y a des besoins gigantesques. C'est notre besoin à nous. Il y a des besoins vous allez créer une école? Oui. Vous en avez les moyens?
Vous en avez les compétences? Non, c'est pas un projet qui vous... Non, parce que c'est pas notre métier. C'est pas notre métier. On forme 100% de Associez-vous. collaborateurs cette année. Faites une start-up. Votre start-up, elle est là. Il y a des candidates. Est-ce que c'est simplement un problème de formation ou aussi le secteur automobile dans son ensemble est moins attractif? C'est ce qu'on entend un peu partout, en disant qu'on a du mal à capter les jeunes aujourd'hui qui veulent aller sur d'autres formations, vous parliez des smartphones qui sont plus intéressants peut-être que les voitures. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou pas du tout? Il faut que je dise un secret. Quand je suis rentré à Valeo en mars 2009, beaucoup de mes amis qui sont très bien placés m'ont dit « mais t'es complètement fou. Aller dans l'industrie automobile, mais c'est la sidérurgie du 21e siècle. » En plus, Valeo est à 2 doigts du dépôt de bilan, ce qui était vrai. Donc tu vas passer ton temps à fermer des usines, etc. C'est de la folie, il faut aller dans d'autres secteurs d'activité. C'est faux. On est en train de vivre des révolutions industrielles telles que peu de secteurs sont en train d'en vivre. Il y en a au moins 3. La première, c'est bien entendu le moteur électrique et la motorisation électrique. Le deuxième, c'est bien entendu la voiture connectée ou autonome. Le troisième, c'est toute la mobilité digitale. La raison pour laquelle j'étais à Singapour la semaine dernière, j'ai voulu comprendre toute cette réflexion sur la mobilité qui est, c'est probablement la ville au monde qui est en train de faire le plus pour imaginer ce que peut être un écosystème de mobilité dans les 15 ans qui viennent. Il y a de vraies révolutions technologiques, probablement en termes de secteur d'activité, celui où il y en a le plus. Et je ne pense pas qu'on ait du mal à recruter. En tout cas, nous, on n'a pas de mal à recruter. Mais quand il n'y a personne de disponible, c'est le jeu de bonne taux, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs et on recrute, on n'a jamais autant recruté de collaborateurs de nos grands concurrents allemands en particulier, jamais autant de nos clients, excusez-nous, mais c'est vrai. On n'a jamais autant recruté de secteurs adjacents à notre industrie, y compris d'entreprises comme Google, Apple, etc., des gens qui viennent chez nous. Parce qu'il faut faire attention, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Il y a beaucoup de charme à travailler chez Google, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sortent de chez ces entreprises-là. On n'a pas de mal à recruter, c'est-à-dire qu'on est attractif, mais quand il n'y a personne, il n'y a personne. Vous étiez là cet après-midi, 3 personnes de chez Valeo, ils n'ont pas arrêté. Il y avait toujours du monde. Donc d'ailleurs, c'est intéressant. Vous êtes attractif, oui, je vous c'est confirme. plus attractif que les constructeurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le voit dans les salons, les équipementiers sont en train de prendre vraiment une place très importante. Alors, n'en faites pas le modeste. Non, mais c'est vrai. On ne fait pas le même métier. Donc d'abord, si les constructeurs automobiles n'existaient pas, on n'existerait pas. On est incapable de concevoir une voiture. Incapable, ce n'est pas notre métier. Moi, je suis très admiratif devant les groupes automobiles qui conçoivent des années à l'avance un modèle. C'est finalement c'est un exercice de mode, de concevoir des véhicules qui prendront, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils se vendront pas, à la fois en termes de design, en termes de fonctionnalité. On ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier. Et c'est très attractif, ce métier-là. Alors, c'est des grosses structures, peut-être, alors que nous, on est de structures beaucoup plus flexibles et on peut avoir un parcours qui permet d'avoir, pour un jeune ingénieur, un poste de directeur d'usine, voire de direction générale d'une activité, beaucoup plus rapidement, parce que nos structures sont plus petites. Vous avez des consignes. Mais je ne sais pas si on est devenu plus attractif. On offre à une partie de jeunes ingénieurs RS et ingénieurs ES, et ça, j'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'il manque d'ingénieurs ES. Mais je trouve qu'on offre des parcours extrêmement intéressants, extrêmement multiples. Je ne sais pas si les groupes automobiles sont moins attractifs qu'on l'est, mais en tout cas, l'industrie dans son ensemble est devenue extrêmement attractive. Pardonnez-moi, mais ingénieur ES, alors c'est quoi? C'est des femmes. J'ai fait une première ES. C'est des femmes. Ingénieur. Une deuxième confidence. Il y a eu un ministre ou une ministre de la Recherche récemment qui était une femme et qui m'a un jour demandé d'aller la voir pour m'engueuler en me disant « Vous n'avez pas assez de femmes ». J'ai dit « Ben oui, mais quand on regarde, on recrute 5% de femmes en plus que vous en formez. Donc vous formez à peu près 20% de femmes en France, on en recrute 25%. Donc le jour où vous formerez 45% de femmes dans l'université, moi j'en recruterai 50. Banco, elle me dit « Mais vous êtes complètement ringard. Il y a aussi des sociologues, il y a aussi des psychologues. Je dis, mais attendez, on est un monde d'ingénieurs. On ne va pas développer un produit avec des sociologues. La réponse est ici. Un nom. Mais alors, en plus, moi j'ai noté quelques chiffres. Hein.
Vous devez en avoir des sociologues, parce que vous avez 31,8% de femmes chez Valeo. Ça, c'est les chiffres monde. L'Europe et la France est au-dessus. Et vous êtes le leader, puisqu'on en a 18,5% dans le groupe PSA, 19% chez Renault, 29,6% chez Forestia. Donc vous êtes devant tout le monde. Je n'ai pas Michelin. Mais ça, c'est donc les documents de référence de 2016. Donc, ma question, c'était, oui, mais alors, vous avez d'autres chiffres? Oui, parce que par définition, le document de référence de 2016 fait référence à 2015. Et maintenant, on est à 33,8. Donc, ah bah ouais, 2 points de plus. Exactement. Bravo. Et donc... Alors, donc la croissance chez vous, ça ne s'arrête pas. Et alors, comment vous l'expliquez? Alors, d'abord, je me suis dit, avant de venir ici, qu'il y aurait un univers très féminin, et je voulais être un peu provocateur. Alors, j'ai constaté un certain nombre de choses, et je suis allé vérifier. Fabienne de Luçon est allée chercher les chiffres pour moi. Je me suis dit, dans l'univers dans lequel on vit, j'ai constaté que mes enfants avaient beaucoup plus d'enseignantes que moi je n'avais autrefois. Je me suis aperçu aussi que dans le monde médical, je voyais beaucoup de médecins femmes, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Et dans le monde juridique, Sophie est bien placée pour le savoir, il me semble y avoir beaucoup plus de magistrates que de magistrats, où chez nous, il y a beaucoup... il y a beaucoup plus de responsables dans le service juridique de femmes que d'hommes. Plus de journalistes aussi. Presque exclusivement un monde féminin. Alors je suis allé regarder les chiffres. Ils confirment cette impression. Pour les enseignants, c'est 67% de femmes. Pour les médecins, le stock, si vous me permettez l'expression, est de 46%, mais le flux est de 58%. Et pour les magistrats, c'est pareil, le stock est de 63% et le flux de 76%. Donc on voit que c'est un monde qui est devenu très féminin. Puis la question que je me suis posée, c'est est-ce que ça me gêne qu'il y ait des secteurs d'activité qui soient essentiellement féminins et d'autres qui soient moins féminins? Un peu. Ça me gêne un peu, parce que je trouve que le monde de l'enseignement soit devenu un monde quasi exclusivement féminin ne donne pas une représentation de la société équilibrée entre les hommes et les femmes. Et pour nous, je me suis dit, mais qu'est-ce qui serait le bon équilibre? Parce que le chiffre que vous donnez est exact, mais c'est comme pour les enseignants, et ça me gêne beaucoup. Parce que dans les enseignants, il y a 67% de femmes, mais... Et c'est là où ça me gêne énormément, c'est 83% dans le premier degré, 58% dans le deuxième degré et 38% dans l'enseignement supérieur. Et ça devient gênant. Et pour nous, alors là je donne des verges pour me faire battre, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'au niveau des opérateurs, ces opératrices représentent 40,6%, et au niveau des techniciens et des ingénieurs, 23%. Alors ces chiffres sont publics. Ce qui donne encore plus de verges pour me faire battre encore plus fort, c'est quand on regarde au niveau des leaders, donc les 400 leaders qui sont invités chaque année dans une réunion qu'on appelle la réunion des leaders, on descend en dessous de 20%, je crois que c'est aux alentours de 15%, et quand on regarde le comité opérationnel, on a 2 sur 15. Donc plus on monte, moins il y en a. Et ça me gêne, parce que on est dans un monde dans un monde ingénieur, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Sur les 20 000 ingénieurs et cadres, on a 15 000 ingénieurs et chercheurs. Et c'est très difficile, dans les 15 000 ingénieurs et chercheurs, d'être significativement au-dessus des 20% de chercheurs ou d'ingénieurs qu'on forme en France, mais c'est vrai à peu près dans toute l'Europe occidentale et aux États-Unis. C'est un peu supérieur en Chine et en Inde. Donc c'est très difficile d'être très sensiblement supérieur à ce chiffre-là. Donc ça me gêne un petit peu qu'on ne soit pas capable, mais ça c'est pas un problème Valeo, c'est un problème de l'attractivité du métier d'ingénieur auprès des femmes, et ça me gêne qu'il y ait seulement 20% de femmes qui soient attirées par le métier. C'est parce qu'elles n'osent pas, elles se disent c'est pas fait pour moi. Ton micro? Oui, il marche plus. Ah, il marche plus. Non, ingénieur. Je suis pas capable de répondre à cette question. Quand je regarde les statistiques via l'école des mines, on s'aperçoit qu'il y a eu un pic il y a une quinzaine d'années, que ça a plutôt tendance à baisser. Ce qui veut dire que dans un groupe comme le nôtre, ce sera extrêmement difficile d'avoir des pourcentages de femmes au niveau des
je vais dire du cœur du business, de la partie ingénieur, production, recherche, qui sera très sensiblement supérieure à 20-25%. Sur toutes les autres fonctions, j'ai parlé tout à l'heure des fonctions juridiques, mais aussi des fonctions de vente, des fonctions de ressources humaines, fonctions financières, là la proportion est souvent supérieure à 50%. Donc ça me gêne qu'il n'y ait pas un nombre de femmes supérieures qui soient formées, donc que le métier d'ingénieur, on n'ait pas réussi à le rendre plus attractif au niveau des femmes. Alors après, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'entreprise. C'est pas notre métier de former. Je ne crois pas qu'il faille dire qu'on va créer des femmes, pardon. Créer des femmes, quelle bonne idée! Créons des femmes. Je me suis emballé, excusez-moi, qu'on doit créer des écoles de femmes. Ah non, femmes. Mais là, vous aviez dit que vous ne seriez pas conventionnel. Non, Valeo, ils sont très en avance sur des choses absolument incroyables. Ah, on est innovants, on va jusqu'au bout de nos fantasmes. Mais il y a un certain nombre de choses qui me paraissent importantes dans une entreprise comme la nôtre. C'est qu'il faut que le parcours, les carrières de femmes soient des succès. On a beaucoup de femmes qui ont réussi, qui sont en train de réussir et qui ont des postes très importants chez nous. On a d'abord la présidente de Valeo, Amérique du Nord, qui est une femme. On a la présidente de Valeo en Asie du Sud-Est, qui est une femme. On a la directrice de la trésorerie, qui est une femme. On a une directrice de la comptabilité et de la consolidation, qui est une femme. Donc on a beaucoup de femmes qui ont remarquablement réussi chez nous. Ça, c'est le premier point. Il faut qu'il y ait des carrières qui soient de vrais succès. Et on a de plus en plus de femmes qui réussissent formidablement bien chez nous. Après, il y a le problème du salaire. Je crois qu'il y a une mauvaise interprétation sur le salaire des femmes, le salaire des hommes. Je crois que toutes les entreprises, j'espère en tout cas que les entreprises feront comme nous, c'est-à-dire qu'à fonction égale, le salaire d'un homme et le salaire d'une femme est le même. Il n'y a pas de discrimination ni positive ni négative, il est le même. Et ça, je vérifie chaque année quand on fait toutes les revues de salaire. Alors c'est un peu compliqué parce que les parcours professionnels ne sont pas tout à fait les mêmes entre les hommes et les femmes, que des hommes qui ont en général des parcours beaucoup plus internationaux, que ce soit entre deux hommes, l'un qui a un parcours très national et un qui a un parcours très international. Celui qui a un parcours plus international a un salaire plus élevé. Dans tous les groupes, on a ce phénomène-là. Mais je le corrige pour des femmes qui n'ont qu'un parcours plus statique. Donc il faut qu'il y ait des carrières qui soient réussies, il faut que le salaire soit les mêmes, et il faut qu'il y ait des opportunités qui soient données aux femmes. Vous êtes pour la législation, c'est-à-dire de dire qu'il faut un quota de tant de femmes dans les Totalement entreprises ? contre. Totalement contre. Pourtant, les conseils d'administration, c'est bien le quota qui explique l'évolution. Oui, mais je pense que c'est un cas particulier. Est-ce que c'est... J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit avant. Est-ce que c'est... Il y a eu du copinage avant, ou pas de copinage aujourd'hui? Moi, je sais que les administrateurs qu'on a recrutés depuis que je suis à Valeo, personne ne les connaissait dans le conseil. Les femmes qu'on a recrutées, personne ne les connaissait dans le conseil. Donc la diversité... Mais vous dites Valeo, mais vous reconnaissez quand même que d'un point de vue général, ce qui a été dit n'est pas faux. Pardon ? Je n'ai pas compris la question. C'est vrai chez Valeo, ce que vous dites. Il n'y a pas de copinage chez Valeo, mais dans... Quand j'ai été recruté, je ne connaissais aucun membre du conseil d'administration de Valeo, et ça doit être vrai. C'est pour ça qu'on est allé vous chercher. Ça, ils ne me connaissaient pas. Je crois qu'il y a un point très positif, évidemment, au fait qu'il y ait eu des quotas, c'est que ça nous a obligés à recruter des femmes, et on ne serait pas allé aussi vite. C'est clair. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Quand on regarde maintenant les choses vues d'une entreprise comme Valeo, le problème de diversité, ce n'est pas seulement le problème de mixité. Et le problème de diversité du conseil, ce n'est pas seulement le problème de mixité. On a une équation qui finalement est impossible à résoudre. Parce que notre premier pays, c'est la Chine. Notre second pays, c'est l'Amérique du Nord. Notre troisième pays, c'est la France. Ensuite, on est devenu une entreprise japonaise, une entreprise allemande.
Et la façon dont je conçois notre métier, c'est qu'on soit vraiment chinois en Chine, japonais au Japon, coréen en Corée, allemand en Allemagne, américain aux États-Unis, parce que c'est comme ça qu'on pourra, dans chacune des zones, attirer les talents dont on a besoin. Si on est une société qui sommes considérés comme des colons, il y a beaucoup d'entreprises américaines ou allemandes qui fonctionnent comme ça, avec des colons. Je ne crois pas qu'on soit capable de s'intégrer dans le tissu local. Donc il faut qu'on soit intégré dans le tissu local. Et quand je regarde les besoins du conseil d'administration de Valeo, on a une américaine, on a une allemande, donc ça c'est très bien. On n'a jamais été capable d'attirer une chinoise pour l'instant, ou un chinois ou une chinoise. On n'a jamais été capable d'attirer un japonais ou une japonaise, parce qu'il y a des problèmes de distance, parce qu'il y a des problèmes de langue, parce qu'il y a des problèmes de confiance aussi. Or, ce sujet de diversité culturelle, de diversité de connaissances de zones géographiques est extrêmement important pour nous. Et quand on croise les deux, alors on a réussi à faire venir une Allemande et une Américaine, donc on a réussi à croiser les deux, mais quand on croise toutes les contraintes qu'on peut avoir, on est en train de devenir de plus en plus digital, donc il faut qu'on fasse venir aussi des responsables digitales. On a réussi à faire venir la directrice de la recherche et technologie d'Orange. Donc là aussi, on a réussi à faire d'une pierre deux coups. Mais on complique quand même singulièrement les apports de compétences. Et il ne faut pas qu'on soit absolument obsédé par la mixité. On a une loi, on va la respecter. Il faut que la mixité soit un des éléments de la diversité, mais pas le seul. Et quelquefois, je trouve que quand on parle de diversité, on fait une bijection absolue entre diversité et mixité, et je pense que la mixité n'est qu'un des éléments de la diversité, et qu'une entreprise comme la nôtre doit absolument aller beaucoup plus loin que le seul problème de la mixité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est une entreprise pour laquelle on joue notre avenir en Chine, on joue notre avenir en Allemagne, on joue notre avenir au Japon, parce que les Japonais représentent 30% du marché mondial en termes de voitures. Les Chinois, c'est le premier marché au monde. L'Inde, ça va être la Chine des années 2020. Et donc, il faut absolument qu'on attire les meilleurs talents de ces pays-là. Et les attirants, il faut absolument qu'on leur donne la même perspective de carrière qu'on donne à un Français. Il faut qu'un Chinois qui rentre chez nous se dise « il n'y a pas de plafond de verre ». Comme il faut se dire, une femme qui rentre chez nous, il n'y a pas de plafond de verre. C'est vrai pour un Japonais, c'est vrai pour un Allemand, c'est vrai pour un Américain. Et donc, il faut qu'on gère toutes ces contraintes, les contraintes techniques, les contraintes de diversité culturelle, de diversité linguistique, de diversité géographique, ethnique. Et je considère que la mixité est un de ces éléments de la diversité. Et j'ai toujours un peu peur quand il y a une bijection entre mixité et diversité. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, que les grandes entreprises ont besoin énormément de diversité et que la mixité est un des éléments de la diversité, pas le seul élément. Mais on peut dire que les deux se complètent et que finalement, elles sont pas on n'est pas sur le même plan. Il y a aussi la diversité des diplômes, par exemple. Est-ce que ça, c'est un sujet qui vous préoccupe ? Est-ce que c'est pas un sujet ? Non, je ne crois pas que ce soit un sujet. Il se trouve que le mode de formation des ingénieurs en France est très spécifique, qui est très spécifique dans d'autres pays, plus fait par le monde universitaire que par le monde des grandes écoles, qui est un problème spécifique français. Je crois que quand on regarde en France, encore une fois, on est extraordinairement diverses quant à l'origine de formation de nos collaborateurs. Il y a un sujet qui est souvent évoqué, c'est le nombre d'ingénieurs par rapport au nombre de docteurs, mais je ne crois pas que ce soit un vrai problème ou un vrai handicap. Donc je crois que la mixité des diplômes est un sujet spécifique français. Ce qui compte pour nous, c'est la qualité des ingénieurs qu'on recrute et non pas le diplôme qu'ils ont. Je vais vous dire un autre secret, c'est que je ne connais absolument pas l'origine. Alors à Saint-Gobain, comme j'y avais passé 20 ans, et que j'avais grandi avec eux, je connaissais à peu près l'origine de tout le monde. À Valeo, je ne connais absolument pas l'origine des différents collaborateurs. Et quand l'ancien responsable opérationnel est parti à la retraite, j'ai choisi celui que je considérais comme être le meilleur. Et j'ai découvert
quand ça a été publié par le service de presse qu'il avait fait l'école des mines. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, vous, ce côté français diplôme, pour vous, c'est pas un sujet? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Pour conclure, vous pensez que dans quelques années, 10 ans, 20 ans, on pourra avoir une femme à la tête de Valeo, par exemple? J'espère. Vous l'espérez? Mais j'espère qu'elle sera chinoise. Vous allez la fabriquer ou vous allez la... vous êtes en train de la concevoir? de la sélectionner. Non, une chinoise autonome. C'est à peine une plaisanterie. Et votre question refait la bijection entre mixité et diversité. J'espère que, peut-être pas mon successeur, mais j'espère, et il n'y a aucune raison, que dans 10 ans, 15 ans, il n'y ait pas une personne qui ne soit pas culturellement identique à moi, qui soit à la tête de Valeo. À ce moment-là, la Chine représentera probablement... aujourd'hui, c'est notre plus grand pays. Ça représente à peu près 18% de notre chiffre d'affaires. Ça représentera à ce moment-là 25 à 30% de notre chiffre d'affaires. Ce ne serait pas complètement anormal qu'il y ait un Chinois très haut placé dans la structure de Valeo, et pourquoi pas à la direction générale. Mais ce que je sais, c'est qu'entre-temps, un certain nombre de chiffres que je suis de façon très précise, quand je suis arrivé, on avait 62 non-chinois en Chine pour à peu près 300 millions de chiffres d'affaires. Maintenant, on fait de l'ordre de 2 milliards de chiffres d'affaires, on en a une soixantaine. À l'époque, on avait 0 Chinois en dehors de Chine, maintenant on en a plus de 100. Le parcours de Chinois, comme le parcours de Brésiliens, comme le parcours d'Allemands, comme le parcours d'Américains, ou d'Espagnols, ou de Mexicains, dans l'environnement Valeo, dans différents pays, dans différentes fonctions, est absolument fondamental. Mais aussi le parcours de Français qui acceptent d'aller en Chine et qui apprennent le chinois. Je m'aperçois qu'on a trop de Français qui vivent en Chine et qui n'apprennent pas le chinois. Je trouve que c'est une honte. Moi, j'ai fait l'effort, j'ai habité dans 4 pays, j'ai fait chaque fois l'effort d'apprendre la langue, je la parlais couramment, j'ai appris l'indonésien, j'ai appris le portugais, j'ai appris l'allemand, j'ai appris l'anglais. Vous nous en faites un petit... Et donc, on doit avoir... Parce que la Chine, le Japon, la Corée, mais la Chine surtout, ce seront des pays absolument fondamentaux pour tous les groupes industriels internationaux. Ceux d'entre nous qui font l'effort d'aller en Chine, il faut absolument qu'ils apprennent la langue. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je peux vous applaudir très fort.